Il y a seulement 3 détails qu'il n'explique pas. Le premier détail, la page avec les tuyaux. Dans le manuscrit, il y a une section que les chercheurs appellent balnéologique. On y voit des femmes dénudées, assises dans des bassins de forme étrange. Des tuyaux sortent des bassins. Les tuyaux se connectent, s'entrelacent, forment des systèmes complexes. Certains tuyaux montent, d'autres descendent, d'autres encore s'enroulent en spirale. Quelque chose coule clairement dans les tuyaux, liquide ou gaz. Les femmes tiennent des récipients. Certaines sont immergées jusqu'au cou, d'autres se tiennent à côté. L'archéologue William Newbold a avancé une théorie en 1920. Ce ne sont pas des bains, ce sont des schémas du système sanguin ou des processus alchimiques. Les tuyaux représentent la circulation. Les femmes symbolisent les étapes de la transmutation. La communauté académique a rejeté la théorie, disant qu'elle était trop audacieuse. Newbold en 1926. Ses travaux ont été retirés des bibliothèques universitaires. Aujourd'hui, il est presque impossible de les trouver. Mais la question est restée. Pourquoi dessiner autant de détails? Chaque tuyau est soigneusement dessiné. Les courbures, les connexions, les ramifications sont indiquées. Ce n'est pas une simple décoration. C'est le schéma de quelque chose de réel, ou de quelque chose que l'auteur considérait comme réel. Le deuxième détail, les mots répétés. Le cryptographe William Friedman a passé 30 ans à étudier le manuscrit de 1944 à 1976. Il a déchiffré le code japonais Purple pendant la Seconde Guerre mondiale et était considéré comme un génie de la cryptographie. Friedman a découvert une étrangeté. Certains mots se répètent 20 à 30 fois sur une seule page. Un mot peut occuper toute une ligne, puis disparaître, réapparaître 50 pages plus tard et se répéter à nouveau. Dans les langues vivantes, cela n'arrive pas. Même dans les incantations, il y a des répétitions, mais avec modération. Ici, l'auteur semble obsédé. Ou ce ne sont pas des mots, ce sont des commandes. Des instructions algorithmiques. Friedman a supposé que le texte était écrit dans une langue philosophique artificielle. De telles langues existaient effectivement au XVIIe siècle. Par exemple, John Wilkins a créé une langue analytique en 1668. Chaque mot décrivait une catégorie et une sous-catégorie de concepts. Mais le manuscrit de Voynich était plus ancien. Le parchemin est daté du début du 15e siècle. Les langues philosophiques sont apparues près de 200 ans plus tard. Cela signifie que quelqu'un a inventé un tel système un siècle plus tôt. Ou bien le manuscrit n'est pas ce qu'il semble être. Le troisième détail, les pages disparues. À l'origine, le manuscrit contenait au moins 272 pages. Aujourd'hui, il n'en reste que 240. 32 feuillets ont disparu. La numérotation des pages a été faite plus tard, peut-être au 15e siècle. Quelqu'un a utilisé des chiffres romains et on voit les lacunes. Les pages ont été arrachées. Pas accidentellement, soigneusement et le long de la couture. Quelqu'un a spécialement retiré certains feuillets. Lesquels? On ne peut en juger que par des indices indirects. À certains endroits, le texte s'interrompt au milieu d'un mot. Un sujet sur les plantes commence, la description suit, puis un saut. La page suivante commence déjà avec l'astronomie. Il n'y a pas de lien. Cela signifie qu'il y avait quelque chose entre elles. Quelque chose d'important. Tellement important que quelqu'un a décidé de ne pas retirer tout le livre, mais seulement des pages spécifiques. Qui, quand et pourquoi. Les Jésuites ont possédé le manuscrit du 15e siècle jusqu'en 1912, plus de 250 ans. Pendant ce temps, n'importe qui pouvait y avoir accès, arracher des feuillets, les cacher ou les détruire. Peut-être y avait-il des formules, des noms ou la description d'un processus que l'Église considérait comme hérétique. Nous ne le saurons plus, les pages ont disparu, mais le fait reste le fait. Quelqu'un a caché quelque chose. Passons maintenant à ce dont on se tait. Le 19 mai 2019, la revue Roman Studios publie un article. L'auteur est le Dr Gerard Cheshire, linguiste de l'Université de Bristol. Titre: Langue et alphabet du manuscrit proto-roman de Voynich. La clé du déchiffrement. Cheshire déclare: J'ai lu le manuscrit, il est écrit en langue proto-romane. C'est une langue éteinte, ancêtre de l'italien, de l'espagnol et du français. Elle existait au Haut Moyen Âge, a disparu vers le 10e siècle, supplantée par les langues romanes modernes. Cheshire a déchiffré plusieurs dizaines de phrases, traduit la description des illustrations. Il s'est avéré que le manuscrit est un manuel médical. Il décrit le traitement des maladies féminines, la gynécologie, l'obstétrique, les herbes pour les avortements, les recettes de contraception. La communauté académique a explosé. D'autres linguistes se sont jetés sur Cheshire, disant que sa méthode était insoutenable. La langue proto-romane n'était pas écrite. Il ne reste aucun texte de cette langue. Comment peut-on déchiffrer quelque chose dont on n'a pas de données? Cheshire répondait: J'ai utilisé les dictionnaires des langues romanes modernes. J'ai trouvé les racines, j'ai établi des tableaux de correspondance. La méthode fonctionne. 3 jours plus tard, la revue a retiré l'article. La raison officielle: le travail n'avait pas passé l'évaluation par les pairs. La rédaction présente ses excuses.
Cela a été dit dans la déclaration. L'article a été publié par erreur. L'Université de Bristol a publié une déclaration séparée. L'université s'est distanciée du travail de Cheshire et a annoncé que la recherche n'avait pas été approuvée par le conseil scientifique. Cheshire menait ses recherches de manière indépendante. Après cela, Cheshire s'est tu, a supprimé les interviews, ne donne plus de commentaires, ne répond pas aux demandes. Que s'est-il passé? Pourquoi son article a-t-il été retiré si vite? Les disputes scientifiques sont normales. On publie des théories contradictoires, on les réfute, on en discute, on débat pendant des années. Ici, un nettoyage instantané, comme si quelqu'un ne voulait pas que cette version soit rendue publique. Et maintenant, le plus intéressant, la preuve physique que beaucoup ignorent. Page 17. Folio avec une plante que les chercheurs ont appelée le tournesol de Voynich. Le dessin est détaillé. Tige d'environ 1 mètre de haut. Feuilles larges, dentelées. En haut, une fleur ronde. Les pétales sont disposés en spirale. Les botanistes disent que ce n'est pas un tournesol. Le tournesol a été introduit en Europe d'Amérique au 16e siècle après les voyages de Colomb, tandis que le manuscrit est daté du 15e siècle, avant la découverte du Nouveau Monde. Mais regardez de plus près. La forme de la fleur, la disposition des graines, la hauteur de la tige, la taille des feuilles... Feuilles. C'est un tournesol. Ou quelque chose qui lui ressemble terriblement. 2 explications. Première. Coïncidence. L'auteur a dessiné une plante fantastique qui ressemble par hasard à un tournesol. Deuxième. L'auteur a vu un tournesol, avant la découverte officielle de l'Amérique. La science académique choisit la première variante. Mais le problème est que ce n'est pas le seul exemple. Dans le manuscrit, il y a encore 2 plantes qui ressemblent suspectement à des espèces du Nouveau Monde. L'une ressemble au tabac, l'autre à l'hypomée. Le tabac est originaire d'Amérique du Sud. L'hypomée pousse en Amérique centrale. Les 2 plantes n'ont atteint l'Europe qu'après l'ère des grandes découvertes géographiques. Et pourtant, leurs images apparaissent dans le manuscrit daté du 15e siècle. 3 plantes, 3 du Nouveau Monde, toutes 3 dessinées avant la découverte officielle de l'Amérique. Coïncidence? 3 coïncidences de suite? Statistiquement, c'est presque impossible. Cela signifie qu'il reste la variante numéro 2. L'auteur du manuscrit connaissait les plantes d'Amérique avant Colomb. D'où, et c'est là que nous arrivons à l'homme dont on parle rarement. Roger Bacon, moine anglais, savant, philosophe et alchimiste. Vivait au 13e siècle. Il a décrit des centaines d'ouvrages. Étudiait l'optique, les mathématiques, l'astronomie, prédisait l'invention de la poudre, du télescope et même des machines autopropulsées. L'Église le considérait comme un penseur. Il a été accusé d'hérésie, emprisonné, ses publications interdites. Beaucoup de ses travaux ont été détruits, il ne nous reste que des fragments. Au 19e siècle, le chercheur William Newbold a avancé une théorie. Le manuscrit de Voynich a été écrit par Roger Bacon. C'est son travail crypté sur l'alchimie et la philosophie naturelle. La communauté académique a ridiculisé cette théorie. Ils ont dit que le manuscrit était daté du 15e siècle, tandis que Bacon est mort en 1292. Une différence de près de 200 ans, cela ne correspond pas. Mais l'analyse au carbone 14 ne date que le parchemin, pas l'encre, pas le texte, seulement le matériau. Quelqu'un aurait pu prendre un vieux parchemin des archives de Bacon et le recopier au 15e siècle, en conservant le contenu mais en changeant le support. Pourquoi? Peut-être que l'original était endommagé, ou quelqu'un voulait cacher la paternité. Le nom de Bacon était dangereux. L'Église persécutait ses disciples. Recopier le texte sans indiquer l'auteur, c'est un moyen de préserver les connaissances tout en protégeant ceux qui les transmettent. Mais ce n'est qu'une hypothèse, il n'y a pas de preuves, il n'y a qu'un fait qui me tracasse. En 1921, des archéologues ont mené des fouilles dans un monastère franciscain à Oxford. C'est là que vivait et travaillait Roger Bacon. Sous le sol de sa cellule, ils ont trouvé une cachette, une niche en pierre, mûrie avec des briques. À l'intérieur, un étui en cuir. Dans l'étui, un objet de la taille d'une paume métallique couvert de patine. Forme étrange, un disque avec des cercles concentriques. Sur le bord, des symboles gravés. 24 symboles, fluides et courbes. L'archéologue Martin Holmes a décrit la découverte dans son journal de terrain. Il a comparé les symboles avec les alphabets connus, latin, grec, copte, arabe, runes. Rien ne correspondait. Holmes a photographié l'objet, l'a envoyé au British Museum pour expertise, l'a emballé dans une caisse en bois et remis à un coursier. La caisse n'est jamais arrivée au musée. Le coursier a disparu. La police l'a cherché pendant 2 semaines. Ils ont trouvé le coursier dans la Tamise. Noyé. La caisse n'était pas avec lui. L'objet a disparu. Il ne reste que les photos dans le journal de Holmes. Le journal est conservé aux archives de l'Université d'Oxford. L'accès est restreint. Il faut une autorisation spéciale. J'ai vu une copie d'une photo. Les symboles sur le disque. Ils sont identiques aux symboles du manuscrit de Voynich. Les mêmes volutes, les mêmes boucles, la même structure. 24 symboles.
C'est exactement le nombre de signes de base utilisés dans le manuscrit. Cela signifie que Roger Bacon avait un objet avec l'alphabet du manuscrit, 200 ans avant la création officielle du manuscrit. Le lien existe, direct, physique, mais l'objet a disparu. Commode, impossible à vérifier. Il ne reste que les photos que peu de gens ont vues. Qui a volé la caisse? Pourquoi le coursier a-t-il été noyé? À qui fallait-il cacher cette découverte? Et surtout, qu'était-ce que ce disque? Un dispositif de cryptage? La clé du déchiffrement? Ou la source même de l'alphabet? Les questions restent, les réponses sont absentes. Et l'objet repose quelque part dans la collection privée de quelqu'un. Ou au fond de la Tamise, près du coursier. Mais une chose, je la sais avec certitude. Quelqu'un ne veut vraiment pas que nous connaissions la vérité sur le manuscrit de Voynich. Il faut maintenant comprendre qui a transmis le manuscrit à Rodolphe II et pourquoi précisément à lui. 1606. Prague, capitale du Saint-Empire romain germanique. Rodolphe a rassemblé à sa cour tous les plus grands esprits d'Europe. Des astronomes, Tycho Brahe et Johannes Kepler, des alchimistes d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre. Des mages, des occultistes et des aventuriers. Tous ceux qui promettaient de révéler les secrets de la nature. Rodolphe dépensait des fortunes à la recherche de la pierre philosophale. Il croyait qu'il existait des connaissances anciennes perdues par la science moderne. Des connaissances qui permettent de transformer le plomb en or, de guérir toute maladie et de prolonger la vie. Son laboratoire était situé dans le château de Prague, une pièce sans fenêtre, des fours atteignant une température de 800 degrés. Les alchimistes travaillaient masqués, protégeant leur visage des brûlures. La fumée était épaisse, l'odeur du soufre et du métal brûlé flottait dans l'air. Et c'est à cette époque, en 1606, qu'arrive un homme, un Anglais, John Dee. Mathématicien, astronome, occultiste, conseiller de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, propriétaire de la plus grande bibliothèque de Grande-Bretagne, 3000 volumes. Dee a apporté avec lui le manuscrit, l'a montré à Rodolphe et a dit « C'est la clé des connaissances anciennes, écrit bien avant notre ère. L'auteur est inconnu, la langue est perdue, mais celui qui déchiffrera le texte aura le pouvoir sur la nature. » Rodolphe a payé 600 ducats, environ 2 kg d'or, pour un livre illisible. Dee est retourné en Angleterre, a continué à étudier une copie du manuscrit jusqu'à sa mort en 1608. Sa bibliothèque a brûlé dans des circonstances mystérieuses. La plupart des œuvres ont été détruites, y compris les journaux où il décrivait les méthodes de déchiffrement. Et maintenant, attention! Dans les archives de la British Library se trouve une lettre datée de 1605, un an avant de la vente du manuscrit à Rodolphe. Lettre écrite par John Dee. Le destinataire est inconnu, le nom a été découpé. Il ne reste que le texte. Je cite un fragment. Les symboles correspondent à ceux du disque de Bacon, 24 signes, un alphabet non terrestre ou si ancien que nous l'avons oublié. J'ai trouvé la clé, mais j'ai peur de l'utiliser. Ce qui est écrit dans le manuscrit ne doit pas devenir connu. Les puissants l'utiliseraient pour le mal. Il s'avère que Dee a déchiffré le manuscrit, a compris de quoi il était question, et a eu peur. A décidé de s'en débarrasser. A vendu à Rodolphe pour que le livre se retrouve loin de l'Angleterre. Mais qu'a-t-il lu? Qu'est-ce qui a effrayé un homme qui communiquait avec les esprits et pratiquait la magie noire? Mais allons plus loin. Rodolphe reçoit le manuscrit. Essaye de le déchiffrer. Fait appel aux meilleurs cryptographes. Personne n'y arrive. Rodolphe commence à devenir fou, littéralement. Dès 1610, ses accès de rage deviennent incontrôlables. Il s'enferme dans ses appartements, refuse de gouverner l'Empire. Son frère Mathias lui enlève le pouvoir. En 1612, Rodolphe meurt, officiellement d'un accident vasculaire cérébral, mais il existe une version selon laquelle il a été empoisonné. Il en savait trop, ou il s'était trop approché de la solution. Après la mort de l'empereur, le manuscrit passe à Jakub Tepenek, alchimiste et membre de la suite de Rodolphe, directeur de son jardin botanique. Tepenek fait une note sur la première page en latin. Il dit que le manuscrit appartenait au docteur Raphaël. Il s'agit de Raphaël Mniszowski, médecin de cour. Mais c'est un mensonge. Mniszowski est mort en 1604, avant que John Dee n'apporte le manuscrit. Donc la note est une couverture pour cacher le véritable propriétaire. Tepenek savait que le nom de John Dee était dangereux. Relier le manuscrit à un magicien et espion anglais, c'est attirer les soupçons. Tepenek a possédé le manuscrit pendant 20 ans, puis l'a transmis à Johannes Marcus Marci, recteur de l'Université de Prague. Marci étudie le manuscrit, ne peut pas le déchiffrer. En 1665, l'envoie à Rome. Destinataire, Athanasius Kircher, jésuite savant, spécialiste des langues anciennes. Et là, le manuscrit disparaît dans les archives du Vatican pendant 250 ans, jusqu'en 1912, quand Voynich l'achète lors d'une vente. Que s'est-il passé pendant ces 250 ans? Qui a étudié le manuscrit?
Quelqu'un a-t-il essayé de le déchiffrer? Et surtout, ces 32 feuillets qui ont disparu. Quand les a-t-on arrachés? À Prague ou à Rome? Et maintenant, le plus important, ce qui renverse toute l'histoire. 2017. Des chercheurs canadiens, Ahmed Arditch, publient une note sur leur blog. Il a visité la Bibliothèque apostolique du Vatican, a obtenu l'accès au catalogue des archives jésuites du 17e siècle, a trouvé l'inventaire des documents transmis par Athanasius Kircher au dépôt, sous le numéro 234 figure. Manuscrit en langue inconnue, origine Prague, reçu de Marcy, contient des descriptions de plantes, d'étoiles et des schémas anatomiques. 272 pages. Au manuscrit est joint un disque métallique avec des symboles, présumé être la clé du déchiffrement. Disque. Le même disque de Roger Bacon qu'on a trouvé à Oxford, ou un autre, mais similaire. Kircher l'a reçu avec le manuscrit. Cela signifie que le disque a été transmis avec le manuscrit. De Bacon à Dee. De Dee à Rodolphe. De Rodolphe à Tepenec. De Tepenec à Marcy. De Marcy à Kircher. Ardis a essayé de trouver le disque dans les dépôts du Vatican. A demandé des autorisations. On lui a refusé. On lui a dit que l'inventaire était obsolète. Beaucoup d'objets ont été perdus. Le disque ne figure pas dans les catalogues modernes. Ardis a demandé au moins à voir l'original de l'inventaire. On lui a montré. Il a photographié le document avec son téléphone et a mis les photos sur son blog. Une semaine plus tard, son blog a été fermé. L'hébergeur a signalé une violation des droits d'auteur. Les photos ont été supprimées. Ardis a essayé de restaurer la publication. A reçu une lettre des avocats du Vatican. Exigence de cesser la publication de matériaux des archives sans autorisation officielle. Après cela, Ardix s'est tu, ne répond pas aux demandes. Son dernier post sur les réseaux sociaux date d'août 2017, il y a 9 ans, comme s'il avait disparu. Mais une copie de la photo est restée. D'autres chercheurs l'ont téléchargée à temps. J'ai vu cette copie. L'inventaire est écrit de la main de Kircher. Latin. XVIIe siècle. On le lit clairement. Discus metallicus cum symbolis, disque métallique avec des symboles. Cela signifie que le disque existait. Il était au Vatican. Où est-il passé? Réfléchissons logiquement. Le disque, c'est la clé. Sans lui, déchiffrer le manuscrit est impossible. John Dee possédait le disque, a compris comment l'utiliser. A lu le texte et a eu peur. Qu'est-ce qui peut effrayer un savant du 16e siècle? Un homme qui croyait en la magie, communiquait avec les anges et pratiquait la nécromancie. Première version. Le manuscrit contient des technologies. Description d'appareils qui n'auraient pas dû exister au Moyen Âge. Des plans d'armes ou des moyens de créer des maladies. Armes biologiques déguisées en recettes de remèdes. Souvenez-vous des illustrations avec les tuyaux et les bassins. Et si ce n'était pas des bains? Et si c'était le schéma d'un laboratoire? Distillation de substances, extraction de poisons, culture de bactéries. Les plantes sont décrites si en détail, avec indication des racines, des feuilles, des fleurs. Et si ce n'était pas de la botanique? Et si c'était de la pharmacologie? Recettes de poisons et d'antidotes. Substances psychotropes, drogues modifiant la conscience. Les femmes sur les dessins, nues dans des poses étranges. Et si ce n'était pas du symbolisme? Des rituels utilisant des sacrifices humains ou des expériences sur des êtres vivants. Cela semble fou, mais souvenez-vous du Moyen Âge. L'Inquisition, la chasse aux sorcières. Pour de telles connaissances, on brûlait sur le bûcher. Des ordres entiers étaient détruits sur suspicion d'hérésie. John Dee a compris que si cette information devenait connue, des persécutions commenceraient. On l'accuserait de sorcellerie, on le condamnerait à mort. C'est pourquoi il a vendu le manuscrit, s'est débarrassé du danger. Mais Rodolphe était protégé, il était empereur. Personne n'oserait l'accuser. Il pouvait étudier tranquillement les connaissances interdites, mais à la place, il est devenu fou. Peut-être qu'il a lu le texte, a essayé d'appliquer ce qui était écrit, et les conséquences ont été catastrophiques. Deuxième version. Le manuscrit contient des prophéties. Dans le manuscrit, il y a une section appelée astronomique. Diagramme circulaire, au centre le soleil ou la lune. Autour des constellations, entre elles des symboles de texte. Les astrologues du Moyen Âge croyaient que les étoiles prédisaient l'avenir. Ils faisaient des horoscopes pour les rois, calculaient les dates favorables pour les guerres, les couronnements et les mariages. Et si dans le manuscrit de Voynich était cryptée une prophétie concernant le destin de l'Europe ou du monde entier. John Dee a lu le texte, a vu une catastrophe, des guerres, une épidémie, l'effondrement des empires et a eu peur que la prophétie se réalise, ou que quelqu'un utilise cette connaissance pour manipuler. Rodolphe a lu le texte, a compris que la prophétie concernait sa dynastie. Les Habsbourg perdraient le pouvoir, l'empire s'effondrerait. Et où Rodolphe savait ce qui arrivait et n'a pas pu se remettre de cette connaissance. Troisième version, la plus effrayante. Le manuscrit n'a pas été écrit par des humains. John Dee croyait qu'il communiquait avec des anges. Il enregistrait les messages d'entités supérieures, créait un système de magie énochienne,
des rituels pour entrer en contact avec une intelligence non humaine. Et si le manuscrit de Voynich est aussi un message de qui ou de quoi? Écrit non pas pour les humains, ou écrit par ceux qui ne sont pas des humains. L'alphabet ne ressemble à aucun terrestre. Les plantes sur les illustrations n'existent pas dans la nature. Les constellations ne correspondent pas au ciel réel. Et si c'est parce qu'il s'agit de la description d'un autre monde, d'une autre terre, au-delà de notre territoire? Et peut-être que John Dee a compris cela, a eu peur, a décidé que l'humanité n'était pas prête, que la connaissance était trop dangereuse, qu'en ouvrant cette porte, nous laisserions entrer quelque chose que nous ne pourrions plus contrôler. Cela ressemble à de la mystique, à une théorie folle. Mais alors expliquez plusieurs faits étranges. Pourquoi John Dee, avant sa mort, a brûlé sa bibliothèque? La version officielle, incendie accidentel, mais des témoins affirmaient l'avoir vu mettre le feu lui-même aux livres, détruire les journaux, brûler les manuscrits. Pourquoi l'empereur Rodolphe II, avant sa mort, a-t-il ordonné de murer son laboratoire alchimique, de démonter le four, de briser les fioles, de détruire les notes, comme s'il essayait d'effacer les traces de quelque chose de trop dangereux? Et encore une question. Pourquoi la Bibliothèque apostolique du Vatican a-t-elle conservé le manuscrit dans des archives secrètes pendant 250 ans, ne l'a pas détruit, mais ne l'a montré à personne? Comme s'il craignait à la fois de le perdre et de le révéler au monde. Peut-être que quelqu'un connaît la vérité et se tait, parce que cette vérité est pire que n'importe quel mensonge. Revenons maintenant au disque. Le disque, c'est la clé, un dispositif physique pour déchiffrer le texte. Mais comment fonctionnait-il? En 2014, le cryptographe Jim Reeds du Massachusetts a publié une théorie intéressante. Selon lui, le disque est un chiffreur mécanique. Le principe ressemble au disque d'Alberti, créé en 1467. 2 anneaux concentriques avec des alphabets. On tourne les anneaux, on trouve la correspondance des symboles. Mais si le disque de Voynich appartenait vraiment à Roger Bacon, alors il est plus ancien. Cela signifie que l'appareil aurait pu être créé au 13e siècle, près de 200 ans avant le chiffre d'Alberti. Cela signifie une seule chose, la technologie existait, mais a ensuite été perdue ou délibérément cachée. Pour que personne ne puisse plus la reproduire, Reeds a essayé de reconstruire le disque. Il a utilisé les photos du journal de Holmes, a créé un modèle 3D, l'a imprimé et a essayé de l'appliquer au texte du manuscrit. Rien n'a marché. Les symboles ne correspondaient pas, le texte restait illisible. Alors Reeds a conclu « Il manque des données. Le disque ne fonctionnait pas simplement comme un chiffreur. Il existait un algorithme supplémentaire, une instruction secrète que seuls les initiés connaissaient. Et cette instruction a probablement disparu, avec les 32 pages arrachées. Et maintenant, peut-être le plus intéressant. Tout ce matériau, je ne l'ai pas collecté seul. 2 personnes m'ont aidé. L'un d'eux m'a donné le contact d'une autre personne. Bref, j'ai communiqué avec lui et maintenant je vais vous citer sa lettre à moi. J'ai visité la bibliothèque bodléienne et demandé l'accès aux matériaux d'archives de l'expédition de 1921, celle-là même qui a fouillé la cellule de Roger Bacon. On m'a apporté un dossier, des journaux de terrain, des photos, des rapports. Je feuilletais les pages, cherchais des mentions du disque et j'ai trouvé une note du 17 avril 1921. L'archéologue Martin Holmes écrit « Le disque est couvert de patine, le métal est identifié comme du bronze, l'âge de l'objet est d'environ 700 ans, les symboles sont gravés avec un instrument fin, la profondeur des sillons n'est pas plus d'un demi-millimètre. Au revers du disque, une inscription en latin a été découverte, écriture archaïque, lue avec difficulté. Mais Holmes était un savant, il ne croyait pas aux superstitions. Il a poursuivi son travail. Note suivante, 18 avril. Le disque a été photographié des 2 côtés, les clichés sont nets. J'ai emballé l'artefact dans une caisse en bois. Remis au coursier Thomas Wilkins. Envoi au British Museum. Date d'arrivée prévue, 20 avril. Note suivante, 23 avril. Wilkins n'est pas arrivé, le musée n'a pas reçu le colis. Télégramme envoyé à Londres. Recherche commencée. Note. 27 avril. Wilkins a été trouvé dans la Tamise. Il s'est noyé. La caisse n'a pas été trouvée. La police a interrogé des témoins. Rien n'a été découvert. Et la dernière note, 30 avril. J'ai reçu une lettre anonyme livrée par la poste. À l'intérieur, une feuille de papier. Dessus, un symbole, l'un de ceux qui étaient sur le disque. Et une phrase en latin. Oublie ce que tu as vu, ne cherche pas ce qui est perdu. La curiosité tue. Après cela, Holmes a cessé ses recherches. Il a fermé les fouilles, est retourné à Oxford et n'a plus jamais mentionné le disque. Il est mort en 1942. Cause officielle de la mort, arrêt cardiaque. Âge, 58 ans. Étrangement tôt pour un homme relativement en bonne santé. J'ai essayé de trouver des documents supplémentaires. J'ai demandé l'accès aux archives. On m'a répondu « Les archives sont incomplètes. Une partie des matériaux a été transférée dans un dépôt fermé.
Accès uniquement pour les employés avec une autorisation spéciale. J'ai fait une demande. J'ai indiqué le sujet de la recherche. 2 semaines plus tard, une réponse « Refus ». La raison n'a pas été indiquée. Une demande répétée a aussi été rejetée. Et à ce moment-là, j'ai compris, ce n'est plus simplement une énigme historique, c'est une conspiration active. Quelqu'un contrôle encore l'information sur le manuscrit de Voynich. Quelqu'un élimine les gens qui s'approchent trop près de la solution. Pas nécessairement en tuant. Parfois, il suffit d'intimider. Fermer l'accès aux archives, détruire la réputation. Souvenez-vous de Gerard Cheshire. Il a déclaré avoir déchiffré des fragments du manuscrit et a publié ses recherches. Peu après, l'article a été retiré. L'université s'est distanciée de son travail. Cheshire lui-même commente aujourd'hui à peine ce sujet. Souvenez-vous du chercheur canadien Ahmed Arditz. Il a trouvé l'inventaire mentionnant le disque, a pris des photos et les a mises sur son blog. Le blog a été fermé. Les représentants de la Bibliothèque du Vatican ont menacé de mesures juridiques. Après cela, Arditz a disparu de l'espace public. Souvenez-vous de l'archéologue Martin Holmes. Il a trouvé le disque, puis le disque a disparu. Il a reçu une menace, après quoi il s'est tué. Et il est mort dans des circonstances assez étranges. Et encore un exemple. William Friedman, l'un des plus grands cryptographes du 20e siècle. Il a étudié le manuscrit pendant près de 30 ans. Friedman est mort en 1976. Mais le plus étrange est autre. Ces matériaux liés au manuscrit de Voynich sont toujours classifiés par la National Security Agency. Cela fait près de 50 ans. Pourquoi ces documents sont-ils encore fermés? Qui est derrière tout cela? Quelqu'un sait ce qui y est écrit. Et cette personne fait tout pour que nous ne connaissions jamais la vérité. Il ne reste qu'une question. Qu'est-ce qui peut être si terrifiant que pour cela, on est prêt à tuer des gens 500 ans après la création du livre? Et la question la plus importante, qui sont-ils? Pour répondre, il faut remonter environ 800 ans, au moment où tout a commencé. 12e siècle, l'Europe est en proie aux flammes des croisades. Les chevaliers reviennent de l'Orient. Ils apportent non seulement de l'or et non seulement des esclaves. Ils apportent des connaissances, des manuscrits, des artefacts, ce que l'Europe n'avait jamais vu auparavant. Et parmi ceux qui pouvaient posséder ces connaissances, il y avait un ordre, l'ordre du Temple, confrérie spirituelle et chevaleresque fondée en 1119. Objectif officiel, la protection des pèlerins en Terre Sainte. Mais en fait, l'ordre s'est rapidement transformé en une organisation puissante. Les Templiers contrôlaient les routes commerciales, ont créé l'un des premiers systèmes bancaires d'Europe, possédaient des forteresses et des châteaux sur tout le continent. Mais le plus intéressant se passait à Jérusalem. Les Templiers ont creusé des tunnels pendant près de 9 ans sous le mont du Temple. Officiellement, on ne sait pas pourquoi. Mais beaucoup de chercheurs pensent qu'ils y cherchaient des artefacts anciens, et peut-être les ont trouvés. Des rouleaux, des documents, les connaissances des civilisations anciennes. En 1307, tout s'est terminé brutalement. Le roi de France Philippe IV a ordonné l'arrestation de tous les Templiers. Ils ont été accusés d'hérésie, de sorcellerie, d'adoration du diable. Les tortures, les procès, les exécutions ont commencé. En 1314, le grand maître de l'ordre Jacques de Molay a été brûlé sur le bûcher et officiellement l'ordre a été détruit. Mais il existe une version selon laquelle une partie des chevaliers a disparu. Ils ont emporté avec eux les trésors et les connaissances, sont allés dans la clandestinité et ont créé des sociétés secrètes. Rosenkreuz, Illuminati, Francs-maçons, Ordre de l'Étoile sacrée, différents noms, un seul but, préserver et protéger les connaissances interdites. Les transmettre de génération en génération uniquement aux initiés, ceux qui en sont dignes, ceux qui n'en abuseront pas. Le manuscrit de Voynich est l'un de ces artefacts. Pas le seul, mais l'un des clés. Pourquoi clé? Parce que c'est précisément là que se trouve ce dont dépend le destin de l'humanité. Cela sonne pompeux? Attendez. Tout va devenir plus clair maintenant. Souvenons-nous de Cheshire, le linguiste qui a déclaré avoir déchiffré des fragments du manuscrit. Son article a été retiré, l'université s'est distanciée. Cheshire s'est tu. Mais j'ai trouvé le brouillon de l'article. Avant que la publication ne soit retirée, quelqu'un a téléchargé le fichier et l'a mis sur un forum anonyme. Le forum a ensuite été fermé, mais une copie a été conservée dans les archives web. J'ai lu la version complète, celle qui n'a pas été autorisée à la publication. Cheshire a traduit 17 pages de la section avec les plantes. Description des herbes, modes d'application, dosage. Voici ce qui s'y trouve. Plante numéro 12, celle qui ressemble à un tournesol. Traduction. Faire bouillir la racine pendant 3 heures. Boire une cuillère le matin. Arrête la croissance des tumeurs. Soigne le cancer du sein. Plante numéro 28, aux feuilles enroulées. Traduction. Mélanger le jus des feuilles avec du miel. Instiller dans les yeux. Rendre la vue aux aveugles. Plante numéro 40 et 1. Ressemblante à la vanille. Traduction. Broyer les graines. Prendre avec du vin. Prolonge la vie de 20 ans. Des recettes de remèdes contre des maladies que nous ne pouvons toujours pas guérir.
la cécité, le vieillissement. Mais personne n'a vu de telles plantes. Cela signifie qu'elles sont soit éteintes, soit qu'elles poussent dans un endroit fermé, inaccessible pour nous. Ou alors ce sont des noms codés de plantes réelles. Cheshire a supposé. L'auteur a délibérément déformé les dessins pour cacher lesquels utiliser. Protection contre les non-initiés. Pour comprendre quelles plantes sont réelles, il faut une clé. Une table de correspondance. Et cette clé, selon lui, se trouve sur ces 32 pages qui ont été arrachées. Il s'avère que le manuscrit contient une encyclopédie médicale. Des connaissances perdues des médecins anciens. Des méthodes de traitement qui fonctionnaient, mais ont été oubliées ou détruites. À qui cela n'est-il pas profitable? À l'industrie pharmaceutique. Des trillions de dollars chaque année, vente de médicaments qui ne guérissent pas, mais soulagent seulement les symptômes. Tiennent les gens en dépendance. Prise à vie de préparation. Et voici un manuscrit où il est écrit. Voici une herbe qui guérira complètement, pour toujours, gratuitement. Pousse dans un champ. Qu'arrivera-t-il à l'industrie? Elle s'effondrera. Les géants pharmaceutiques perdront leur marché. Les pairs des corporations s'effondreront. Des millions de gens resteront sans travail. Maintenant, il est clair pourquoi l'information est cachée. Mais ce n'est pas tout, allons plus loin. La section astronomique, les schémas des constellations. Cheshire a traduit plusieurs légendes. Ce ne sont pas simplement des noms d'étoiles. Ce sont des datations d'événements liés au cycle céleste. Citation du brouillon. Quand le soleil entrera dans la maison de la 7e étoile, viendra le temps de la grande peste. La maladie viendra de l'Est. Ne survivront que ceux qui prendront l'herbe numéro 53. Prophétie, prédiction d'épidémie et simultanément des recettes de salut. Revenons maintenant à 2019. La pandémie. Début en 2019. Cheshire publie son article. Mai 2019. 6 mois avant les premiers cas. Coïncidence. L'article a été retiré. Cheshire a été réduite au silence. Le manuscrit est resté fermé. Les gens mouraient. Des millions. Et quelque part gisait une recette qui aurait pu sauver. Peut-être que les élites l'utilisaient pour eux-mêmes, se soignaient secrètement. C'est pourquoi ils survivaient tandis que les gens simples souffraient. Je n'affirme pas, je pose la question. Réfléchissez vous-même. Et maintenant, la section avec les tuyaux et les femmes. Ce qu'on appelle la section balnéologique. Cheshire n'a pas eu le temps de la traduire complètement, mais il a quand même déchiffré plusieurs légendes. Et il n'est pas question du traitement par l'eau, il est question de génétique. Citation. Joindre la semence du fort avec l'ovule de la sage, placer dans un récipient avec un liquide chaud, nourrir avec l'extrait de l'herbe numéro 18, au bout de 20 lunes naîtra le parfait. Insémination artificielle, sélection, eugénisme. Des technologies que l'humanité a commencé à maîtriser au 20e siècle, décrites dans un manuscrit du 15e siècle et peut-être encore plus tôt. Les tuyaux sur les dessins, ce n'est pas l'adduction d'eau, c'est du matériel de laboratoire, un système de circulation de liquide. Création d'êtres humains avec des caractéristiques données, des plans, des instructions, un protocole complet. Quelqu'un possédait autrefois cette technologie, l'a appliquée, créé des surhommes, puis la connaissance a été perdue ou cachée, parce qu'il est devenu clair que l'humanité n'y était pas prête. Nous commencerions certainement à en abuser. Imaginez ce qui arriverait si de telles instructions tombaient entre les mains d'un dictateur. Une armée de soldats génétiquement modifiés, sans peur, sans douleur, absolument obéissants. Ou bien entre les mains de corporations, des usines de production d'ouvriers parfaits, intelligents, forts, mais non libres, créés pour des tâches spécifiques. Des esclaves d'un nouveau type. Voilà pourquoi le manuscrit est gardé. Voilà pourquoi on élimine ceux qui s'approchent trop près. Non pas par cupidité, par peur que la connaissance ne s'échappe et ne change le monde pour toujours. Parlons maintenant de la modernité. Le manuscrit de Voynich est aujourd'hui conservé à l'université de Yale, à la bibliothèque. L'accès est libre, n'importe qui peut le consulter. La version numérisée est en ligne, téléchargée, étudiée. Il semble qu'il n'y ait aucun secret, mais réfléchissez, pourquoi cacher ce que personne ne peut lire? Il est bien plus intelligent de l'exposer, de laisser regarder, de laisser essayer. De toute façon, sans la clé, personne ne comprendra rien. Sans le disque, sans ces pages qui ont été arrachées. Et où est la clé? Entre les mains de privés, des gardiens. Ils savent, ils peuvent lire, mais se taisent, et surveillent attentivement ceux qui essaient de s'approcher. Quand quelqu'un demande trop souvent l'accès aux archives, quand il publie des articles, quand il commence à trouver des coïncidences, les algorithmes le détectent. L'information est transmise plus loin, et les gardiens prennent des décisions. Certains sont ignorés, d'autres menacés, d'autres tués. Souvenez-vous de Friedman, il a étudié le manuscrit pendant 30 ans. L'un des plus grands cryptographes du 20e siècle travaillait pour le gouvernement américain. Tous ces matériaux sur le manuscrit sont toujours classifiés. Cela fait 50 ans, pourquoi donc? Friedman cassait les codes des ennemis pendant la guerre. Un homme qui brisait les chiffres les plus complexes. Qu'a-t-il trouvé dans le manuscrit?
Aujourd'hui, les services spéciaux ont des superordinateurs, des processeurs quantiques, ils piratent les systèmes bancaires, les réseaux gouvernementaux, les chiffres d'entreprise, mais le manuscrit de Voynich reste un mystère. Les matériaux de Friedman sont fermés, et cela signifie une chose. Il y a là-dedans quelque chose de si terrifiant que même les services spéciaux ont peur de le rendre public. Peut-être que Friedman a vraiment tout déchiffré, a transmis le résultat au gouvernement. Et là, ils ont compris l'ampleur. Ordre de classer à jamais. Et garder les connaissances pour eux, soigner les élites, prolonger la vie, créer une progéniture parfaite. Tandis que le reste de l'humanité vit dans l'ignorance. Mais il y a encore de l'espoir. Le manuscrit est numérisé, il est en accès libre. N'importe qui peut le télécharger et essayer de le déchiffrer. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Trop de gens, Internet. Si 10 personnes essayent, ils les arrêteront. 600, ils les intimideront. Mais si c'est 1 million, il sera déjà impossible de les arrêter. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez regardé jusqu'au bout. Vous êtes ce 1% qui n'a pas eu peur de la vérité. Maintenant, vous avez cette connaissance, bien sûr incomplète, fragmentaire, mais suffisante pour comprendre qu'on nous ment. Les élites possèdent l'information qu'elles cachent à nos peuples. La médecine, les technologies, les secrets de la longévité, tout existe, mais pas pour nous. Qu'en faire? Décidez vous-même. Vous pouvez oublier, retourner à votre vie normale et prétendre que vous n'avez pas vu cette vidéo. Ou vous pouvez agir, en parler à des amis et commencer votre propre enquête. Commencez à en parler. Chaque partage est un coup porté au système de contrôle.